C'est quoi un nombre? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que fondamentalement, en mathématiques, un nombre? C'est un nombre quoi, c'est tout. Eh ben non. De base, les nombres, ça n'existe pas. Quand on construit les mathématiques, on part de certains principes extrêmement élémentaires, parfois même un peu trop. Et c'est à partir de ces principes qu'on construit tout le reste. Et on les appelle les axiomes de la théorie qu'on utilise. Et il y a plein de théories différentes, toutes avec leurs propres axiomes, et chacune dédiée à des études plus ou moins particulières. Les plus connus sont les axiomes d'Euclide, pour faire de la géométrie, les axiomes de Peano, pour faire de l'arithmétique, et les axiomes ZFC pour la théorie des ensembles. Au passage, ZFC, ça veut dire Zermelo, Frankel et Schwa. Ce sont les noms de deux des fondateurs de la théorie, ainsi que le nom d'un axiome un peu controversé. Mais il y en a d'autres, on peut aussi parler des axiomes de Tarski. Tarski, qui forment une théorie cohérente, complète et décidable, ce qui est assez remarquable. Je savais pas que tu t'intéressais à la logique, la théorie des modèles, tout ça. Ah non, on croit pas, hein, je m'en branle. On s'égare là, non? Si je comprends bien, les axiomes de Peano servent à faire de l'arithmétique, donc ils doivent bien définir un peu les nombres, non? Alors oui, mais moi je parlais du point de vue de la théorie des ensembles. Pourquoi? Les nombres ne servent pas qu'à faire de l'arithmétique. Et en général, les mathématiciens utilisent la théorie ZFC. Et de manière très implicite, hein. En dehors du domaine de la logique qui s'intéresse précisément à ces questions-là, vous ne verrez jamais un article de maths commencer par «On se place dans le cadre de la théorie des ensembles, blablabla». Non, jamais. Ok. Et du coup, les nombres, ça n'existe pas de base dans cette théorie. Non, il n'y a que des ensembles, et les éléments qu'ils contiennent. Je vois pas où est le problème en fait. Les éléments, ce sont les nombres, et les ensembles, ce sont n, z, r et c, quoi. Alors non, parce qu'en fait, ces ensembles-là n'existent pas a priori dans ZFC. Plus concrètement, ce que dit la théorie, c'est que si on dispose d'ensembles, on peut faire certains trucs avec. Mais elle ne suppose pas, à proprement parler, l'existence d'ensembles particuliers. Aucun. Pourquoi c'est la théorie des ensembles alors? Si, en fait, un des axiomes donne l'existence d'un ensemble, c'est le seul qui est décrit par la théorie. Ah, donc ça doit être un ensemble relativement simple alors. J'imagine qu'on commence par n, les nombres naturels. Simple n. Pas du tout. Non, l'ensemble qui est explicité, c'est l'ensemble vide, où il n'y a rien dedans. Ok, et du coup on fait comment pour travailler avec littéralement rien? Alors non, c'était pas rien. C'est le vide. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais, ok, c'est pas très clair. Du coup, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On part de l'ensemble vide. On lui associe le nombre 0, c'est-à-dire qu'on décide que c'est lui qui représentera le nombre 0. Ensuite, on utilise l'axiome de la paire pour former un ensemble qui ne contient qu'un seul élément. On appelle ça un singleton. Et le seul élément qu'il contient, c'est l'ensemble vide. Attention, l'ensemble ainsi obtenu n'est pas vide. Il contient un élément, qui est le vide. Hein? C'est complètement incompréhensible cette merde. Ok, visuellement, la différence s'écrit ainsi. Le premier, c'est l'ensemble vide, et le second, c'est l'ensemble qu'on a construit après. C'est subtil et ça casse le crâne, mais c'est comme ça. Et là, en fait, on vient de construire le nombre 1. Puis on recommence, avec l'axiome de la paire, on construit un ensemble qui contient à la fois 0 et 1, ça va être 2. Faisons encore une étape parce qu'il va y avoir une petite subtilité. Pour créer 3, on crée d'abord le singleton 2, puis on définit 3 comme la réunion de 2 et de singleton 2. En procédant par récurrence, on arrive à construire tous les entiers naturels. Ils ont 3 propriétés importantes. Déjà, ils sont tous différents. Dit comme ça a l'air con, mais il faut quand même le dire. Ensuite, chaque entier contient en lui tous les entiers précédemment construits. Et ce sont tous des ensembles qui contiennent autant d'éléments qui le représentent. Par exemple, 12 contient exactement 12 éléments. Ou pour être plus exact, on définit la manière de compter de sorte que chacun contienne leur propre nombre d'éléments. On appelle ça la cardinalité. Ok, je vois. C'est vraiment pas aussi évident que ce que je pensais. Bon sur ce, à plus. Hop 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 hop, on n'a pas fini. Tu t'improvises au popoteur. On a seulement construit les entiers naturels. C'est que le début, tout reste à faire. Et ceci n'est que le début. Ouais, mais la suite, ça découle assez directement de ce qu'on a déjà fait, j'imagine. Ça doit pas être bien compliqué. Eh bien, détrompe-toi, on a fait le plus facile. Ou plutôt le plus élémentaire. Je dirais pas ça non plus, la logique c'est pas si évident que ça. Et pour la suite, on va s'éloigner un peu de ces notions d'axiome à proprement parler. Bien, maintenant passons à l'ensemble de nombres suivants, les entiers relatifs. Là c'est moins simple, mais ça va nous permettre d'introduire des notions qui nous serviront pour la construction des nombres rationnels et de tous les autres ensembles en fait. Alors pour ça, on a besoin de fabriquer le produit cartésien n croix n, donc l'ensemble de tous les couples d'entiers naturels, et sur cet ensemble, on va créer une relation d'équivalence. Alors une relation d'équivalence, c'est une relation binaire, un truc qui met en relation deux éléments, qui est réflexive, symétrique et transitive. Mais on va pas rentrer là-dedans maintenant. Ouais, et peut-être même jamais d'ailleurs. Je vais juste dire que l'intérêt, au moins ici, de la relation d'équivalence,
c'est d'identifier des éléments a priori distincts, mais qu'on a envie de considérer comme étant égaux. Ah, j'ai mal au crâne. Je vais expliciter, ça sera plus simple. Ici, on pose la relation d'équivalence suivante. Et en gros, le couple d'antinaturels AB va représenter l'antirelatif A-B. Mais on est d'accord que 0-2 et 3-5, ça fait le même résultat. Alors que les couples 0,2 et 3,5 sont pourtant différents. C'est ce problème que la relation d'équivalence va résoudre. Ok, je vois. Et ensuite, on construit ce qu'on appelle des classes d'équivalence. La classe d'équivalence d'un élément, c'est l'ensemble de tous les éléments qui lui sont équivalents, y compris lui-même, par réflexivité. Donc là, la classe d'équivalence du couple 0,2, c'est l'ensemble de tous les couples qui sont équivalents via la relation à cet élément-là. Donc ce sont ceux de la forme n plus 2 pour n entier naturel. Et tous les éléments de cette classe vont représenter le nombre moins 2. On peut aussi noter qu'aucun autre couple ne représente moins 2. Donc on peut identifier le nouveau nombre moins 2 avec cet ensemble de couples. Faire ça, ça s'appelle quotienter n croix n par la relation d'équivalence, et ce quotient, c'est exactement z. Voilà, on a déjà fini avec les antirelatifs, et maintenant qu'on a préparé le terrain, ça va avancer beaucoup plus vite pour la suite. Et en soi, ce procédé qu'on vient d'appliquer est très général. En termes techniques, ça s'appelle la symétrisation d'un monoïde initial en groupe dans lequel se projette le dit monoïde. Certes. Et maintenant, passons au nombre rationnel. Félicitations, t'as bien suivi. Et bah c'est pareil que pour les antirelatifs en fait. Le passage de Z à Q, c'est pareil que le passage de N à Z. Cette histoire de monoïde et de groupe là, ce que ça veut dire c'est qu'on veut étendre l'addition pour en faire une loi symétrique. Dans N, on peut additionner des nombres autant qu'on veut, on reste dans N. Mais le problème c'est qu'on peut pas soustraire comme on veut. On peut faire 10-6 par exemple, parce que 4 existe dans N, mais on peut pas faire 6-10. Dans N, c'est impossible. Et la construction de Z permet de résoudre ce problème. Ok, je vois. Et tu dis que les rationnels sont créés de la même manière? En effet, une fois qu'on a Z, on peut soustraire comme on veut, c'est super. Et si les maths n'étaient faites que de ça, on se ferait un peu chier. Il ne faut pas oublier les multiplications. Oh bah c'est sûr que du coup on se fait pas chier. Waouh, je sens le fun monter en moi grâce aux multiplications. Bon bah on y va. Dans Z, on ne peut diviser que par 1 ou moins 1. C'est pas dingue, on voudrait faire plus. Du coup on définit Q comme le produit Z croix Z étoile. L'étoile c'est pour dire qu'on enlève le 0 dans le deuxième Z, parce qu'on peut pas diviser par 0, j'imagine que je vous apprends rien. Quotienté par la relation d'équivalence suivante. L'idée est la même qu'avant, on représente la fraction A sur B par le couple A-B, mais comme 1,5 c'est pareil que 2 quarts, on doit faire en sorte de les identifier, d'où l'équivalence. Et encore une fois, cette méthode qu'on vient d'appliquer à Z pour obtenir Q, on peut la généraliser à n'importe quel anneau intègre, voire anneau d'or. C'est ce qu'on appelle créer le corps des fractions de l'anneau. Le nom ne tombe pas de nulle part. Et si on veut vraiment aller plus loin, on peut généraliser en parlant de localisation, ce qui donne des anneaux totaux de fractions, des anneaux locaux et semi-locaux. Loco. Et là on part vraiment trop loin. Et vous le voyez venir, Q, c'est pas encore parfait. Ton Q est bien encore parfait. You're fired. Oh la gueule de la blague. C'est pour ça que les gens de la vraie vie nous prennent pour des dégénérés. En plus tu risques d'embrouiller tout le monde. Attends, ça veut dire qu'il manque quoi comme opération encore? Alors c'est pas vraiment une opération qui manque. C'est la notion de convergence qui pose problème. Prenez le nombre racine de 2. Alors techniquement, à ce stade-là, il n'existe pas encore, mais faites comme si. Oui, il n'existe pas encore, ce n'est pas un nombre rationnel, c'est ce qu'on va appeler un nombre réel, mais n'avançons pas trop vite. Racine de 2, donc, ce n'est pas un nombre rationnel, pourtant, on peut construire une suite de nombres E bien rationnels qui va se rapprocher autant qu'on veut du nombre racine de 2. On voudrait alors dire que cette suite converge vers racine de 2. Mais fondamentalement parlant, c'est pas le cas. On dit que Q n'est pas complet. On peut le voir dans le sens où il a des trous. Alors il a tellement de trous qu'il est même totalement discontinu, mais ça non plus on va pas en parler. Donc pour pallier ce nouveau problème, on dit pas pallier à ce problème? Eh ben non. Il y a deux manières de faire avec deux approches différentes. Du coup il y a deux ensembles de nombres réels différents. Oui et non. En soi oui parce qu'ils sont pas construits pareil, mais ils se comportent exactement de la même manière et ont les mêmes propriétés, on dit alors qu'ils sont isomorphes. La première méthode c'est celle des suites de Cauchy, méthode qui n'est pas due à Cauchy mais à Cantor, entre autres. Une suite de Cauchy, c'est une suite dont la différence entre les éléments est arbitrairement petite à partir d'un certain temps. C'est l'idée dont on a besoin pour parler de convergence sans vraiment parler de convergence. Un résultat assez direct, c'est que toute suite convergente est une suite de Cauchy. Et on appelle espace complet un ensemble dans lequel toutes les suites de Cauchy convergent. Donc pour lequel on a équivalence entre ces deux notions pour les suites. Et il existe une méthode pour partir d'un ensemble quelconque et construire son complété. Donc un ensemble potentiellement plus grand et qui est complet. En même temps, le complété d'un ensemble, c'est le plus petit ensemble complet qui contienne l'ensemble de base. Mais ici, ça nous importe peu.
Cette méthode consiste encore une fois à considérer une relation d'équivalence, mais cette fois pas sur Q croix Q, mais sur un autre ensemble, appelons-le E, et il est constitué de toutes les suites de Cauchy d'éléments de Q. La relation d'équivalence va être de dire que deux suites sont équivalentes si leurs différences convergent vers 0. Et cette fois, on a le droit de parler de convergence, parce que 0, c'est bien un nombre rationnel. En fait, si on a une suite de Cauchy dans Q, alors forcément, elle va converger dans R par construction, et si la limite est irrationnelle, alors en fait, elle convergeait déjà de base dans Q. Les nombres réels vont être les classes d'équivalence de cet ensemble nouvellement formé. Donc des classes d'équivalence de suites de rationnels. Ok, ça va en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant. On prend des suites à la place des coupes, mais c'est pareil. Oui, pour cette méthode. Mais il en reste une, celle des coupures de Dedekind, qui vient bien de Dedekind celle-là pour le coup. L'idée qu'il y a derrière est un peu la même, mais dans la forme, ça n'y ressemble pas trop. Je m'explique. Avec la méthode d'avant, les nombres réels sont des suites de rationnels. Et en soi, si on veut, on peut ne considérer que des suites croissantes qui convergent par valeur inférieure vers leur limite. L'idée est alors de dénoter un nombre réel comme l'ensemble de tous les rationnels qui lui sont inférieurs. On pourra alors construire comme on veut des suites croissantes qui convergent vers ce nombre. Ça c'est dans l'idée, mais dans les faits on peut pas réellement faire comme ça, car on ne peut pas définir un nombre réel en ayant présupposé qu'il existe auparavant. Présupposé auparavant, c'est un pléonasme, ça se dit pas. Pour une fois que c'est moi qui tacle. Enfin bref, comment est-ce qu'on fait dans ce cas? On définit une coupure, d'où le nom de la méthode, comme étant une partie non vide ouverte différente de Q lui-même, et tel que si un élément est dans cette partie, alors tous les rationnels qui y sont plus petits, y sont aussi. Donc les coupures sont de cette forme-là, sauf qu'on ne peut pas réellement utiliser cette notation, car elle utilise les réels qu'on essaie de construire. Et c'est déjà fini. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de classe d'équivalence. Une fois qu'on a les coupures, c'est fini, point. Cet avantage est contrebalancé par son plus gros défaut, c'est pas pratique de manipuler les nombres réels comme des coupures de Q en fait. Alors que les limites de suite, bah c'est beaucoup plus pratique. Tous les nombres rationnels que vous connaissez, on les définit et utilise comme des limites de suite, ou des zéros de fonction. Mais en vrai, un zéro d'une fonction, ça peut souvent s'interpréter comme une limite de suite. Petit aparté sur deux résultats que vous connaissez peut-être sur R. Prenons les énoncés suivants. Toute suite croissante majorée converge, et toute partie non vide majorée admet une bande supérieure. Comment est-ce qu'on prouve ces deux résultats? Ah ouais, je sais pas trop en fait. Pour une très bonne raison en fait. C'est qu'en général, on ne les démontre pas. Ou alors, on démontre le premier à partir du second à la limite. Et pourquoi donc? Parce que ce sont deux résultats qui découlent assez directement de la construction de R, et la construction de R, on la voit pas en cours. Et chacun vient d'une construction différente en soi, même si en général, on prouve l'aspect convergence à partir de l'aspect bande sup. Bon, et comment on fait en vrai alors? Prenons le premier énoncé. Tout de suite croissante majorée converge. Pour montrer ça, le but est de montrer que c'est une suite de Cauchy. Par la construction de R, on aura alors le résultat. Donc soit epsilon strictement positif, il est assez facile de montrer qu'il existe un x dans R, tel que x est un majorant de la suite, mais x moins epsilon ne l'est pas. Ainsi, il existe un rang n0, tel que un0 est plus grand que x moins epsilon. Et par croissance de la suite, pour tout n plus grand que n0, un est compris entre x moins epsilon et x. Et donc elle est de Cauchy, et c'est gagné. Pour le second énoncé, on prend donc x une partie non vide majorée de R. S'il possède un maximum, c'est bon. Et sinon, on construit l'ensemble A tel que petit a est dans A si petit a est dans X, ou s'il existe un petit x dans X, tel que petit a est strictement inférieur à petit x. On montre alors sans difficulté que A est une coupure, et on l'identifie avec le réel qui le représente. Ce nombre est alors un majorant de X, et X n'admet aucun majorant plus petit. Donc c'est la bande sub de X. Voilà, fin de l'aparté, et en même temps, on en a fini avec R. Et c'est pas fini tout court, j'imagine? Non, en effet, il manque encore un truc à R. Bah, comment il peut lui manquer quelque chose s'il est déjà complet? Le problème, cette fois-ci, vient des polynômes. Il existe des polynômes non constants à coefficient réel qui n'ont pas de racine dans R, et ça, c'est pas forcément très agréable. On dit que R n'est pas algébriquement clos. On pourrait facilement résoudre ce problème juste en ajoutant une racine à x carré plus 1. Je vais pas refaire toute la théorie des corps, mais si on regarde l'anneau des polynômes à coefficient réel qu'on note R crochet x, c'est un anneau principal. Alors comme x carré plus 1 est irréductible dans cet anneau, l'idéal qu'il engendre est maximal, et ainsi le quotient r crochet x sur x carré plus 1 est un corps. C'est ce qu'on appelle le corps de rupture de x carré plus 1 sur R, et c'est ce corps qu'on appelle C. Et de cette manière, on a transformé R en corps algébriquement clos. C'est-à-dire que tous les polynômes non constants y admettent au moins une racine. Ou autrement dit, les seuls irréductibles sont les polynômes de degré 1. Voilà, on a fini pour la construction des ensembles, mais je rajouterai que la construction de R dénote pas mal par rapport aux autres qu'on a faites. Parce qu'il y a deux manières différentes de la faire? Non, pas vraiment, et j'imagine que pour les autres ensembles, il y a aussi plusieurs façons équivalentes de les définir. Non, la différence c'est que quand on construit Z, c'est pour avoir un groupe, et en bonus on obtient un anneau. Quand on construit Q, c'est pour avoir un corps. Quand on construit C, c'est pour avoir un corps algébriquement clos.
Là où je veux en venir, c'est que pour ces 3 constructions, à chaque fois, on a une motivation algébrique, pas analytique. Alors certes, on peut chercher des motivations analytiques, mais elles ne sont pas à l'origine de ces constructions. Ouais, enfin, à la base, les imaginaires viennent de la résolution d'équations polynomiales de degré 3. Et chercher les zéros d'une fonction, c'est un peu une question analytique. Alors en soi, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce sont des équations polynomiales, donc c'est quand même pas mal une question d'algèbre. Enfin bref, le truc c'est que pour R, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Voici les axiomes de R. C'est-à-dire qu'un corps K est isomorphe à R si et seulement s'il vérifie ces conditions. Il y a 2 choses à noter. La première, c'est que Q vérifie les 2 premières conditions. Donc c'est surtout la dernière qui est importante et nouvelle. La seconde, c'est que cette dernière condition est une condition topologique. Et c'est la seule fois qu'on parle de topologie de toutes nos constructions. On n'a absolument pas besoin de parler de topologie pour avoir Q. Mais dès qu'on s'intéresse à en mettre une, il vient rapidement la question de la complétude, chose que ne vérifie pas Q malheureusement. Mais en changeant de topologie, on pourrait pas faire en sorte que Q soit complet? Peut-être, honnêtement je sais pas. Mais dans tous les cas, on n'a pas envie de mettre une autre topologie sur Q. Parce que cette topologie, c'est celle de la valeur absolue. Et cette valeur absolue, c'est aussi le stasme qui rend l'anneau Z euclidien. Et donc on a envie de conserver cet élément. Et on peut aussi noter que c'est pas étonnant d'avoir 2 définitions pour R. La première, partant des suites de Cauchy, utilise l'aspect séquentiel de la topologie, alors que la seconde, au sujet des coupures de Dedekind, utilise l'aspect plus fondamental d'ouvert et de fermé de la topologie. Il est donc logique de voir apparaître cette dualité. Et cette dualité apparaît relativement régulièrement. Par exemple, dans la définition de la compacité, il y a Bolzano-Weierstrass d'un côté et Borel-Lebec de l'autre. Voilà, on en a enfin fini avec ces ensembles. C'était peut-être un peu laborieux parfois et on a pas mal digressé, mais c'était sympa. J'avoue que quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je pensais pas que ça durerait autant et c'est pas vraiment terminé. J'aimerais encore vous parler de ce livre, le titre c'est Les Nombres, ça s'invente pas. Je le recommande vivement pour ceux qui voudraient approfondir le sujet de la construction des ensembles dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est ce qui est abordé dans la première partie, et il y a aussi une section qui parle de cette énorme fraude qu'est le nombre pi. Et non, ce n'est pas une fraude parce que tôt serait mieux, juste que les gens ont trop tendance à s'extasier sur ce nombre dès qu'il apparaît, pour rien. La première partie du livre débute sur un aspect historique très intéressant de ce que sont les nombres, notamment en parlant des Grecs, des Indiens, des Égyptiens et même des Babyloniens. Et elle se termine sur la nombre péadique. J'ai un peu hésité à en parler ici, mais je suis loin d'être un expert et je trouve que ça rentrait pas trop. Ensuite, on a toute une partie sur les algèbres à division, ça grimpe d'un cran en termes de difficulté. On y voit notamment les quaternions, les octonions et d'autres notions très générales, ça part vraiment super loin. Et enfin, le bouquin se termine sur les nombres non standards, ou surréels, de la théorie des jeux et de l'axiomatique de la théorie des ensembles. Bref, cet ouvrage est vraiment intéressant, et est assez accessible pour les néophytes de la théorie des algèbres, ayant tout de même un bon bagage mathématique. Voilà, avec tout ça, Blasé, Chill, Kamé et moi, on souhaite une bonne soirée. Salut.